Vous nous souvenez partout, vous faites bien, mesdames et messieurs. Merci pour la grande confiance que vous nous renouvelez encore dans le cadre de votre mission Savoir en parler. Quel est l'état de santé de la presse en République démocratique du Congo? C'est la grande question que nous allons nous poser ce soir. Et avec le souci de trouver véritablement des réponses. Et pour ce faire, nous recevons pour vous le président national de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo. Il s'agit là de Gabi Kouba qui nous a déjà rejoint sur ce plateau. Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Michel. Voilà, un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Alors je me suis posé une question et je pense que ceux qui nous suivent se sont posé la même question. Quel est l'état de santé de la presse en République démocratique du Congo? Véritablement, lorsqu'on regarde ce qui se passe, la sphère médiatique congolaise est caractérisée aujourd'hui par beaucoup de mots. Quand je dis beaucoup de mots, M-A-U-X. Et oui, il y a quand même de ceux qui font leur travail, mais du moins, vous êtes mieux placé pour répondre d'abord à cette question. Quel est, d'après vous, l'état de santé de la presse en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Je partage le plaisir avec vous. Le fait pour vous de m'avoir invité sur ces plateaux. Je suis content du travail que vous faites. Et coup de chapeau. Et par la même occasion, je tiens également à féliciter tous les professionnels des médias qui sortent du lot, malgré les conditions qui sont extrêmement difficiles. Mais il y a des gens qui font un travail de qualité. Et j'ai saisi également l'opportunité pour présenter mes vœux le meilleur à toute la corporation sur l'ensemble du territoire national. Donc je n'ai pas l'occasion de le faire individuellement, mais voilà, votre télévision me permet aujourd'hui de présenter mes vœux le meilleur à tous les professionnels des médias de la République démocratique du Congo, ainsi qu'à tous les journalistes étrangers accrédités dans notre pays et qui travaillent également pour les besoins de l'information. Donc, pour revenir à votre question, quel est l'état de santé de la presse? Vous avez donné quand même une partie de la réponse et à votre question. C'est le verre à moitié vide, à moitié plein. Depuis un temps, nous assistons à une floraison des médias sur l'ensemble du territoire national, que ce soit des médias classiques, des journaux. Nous avons plus ou moins 200 titres des journaux, même si la plupart des journaux paraissent de manière irrégulière. Et d'ailleurs, sur les 200 titres des journaux, vous n'avez que moins de 10 quotidiens qui paraissent d'ailleurs à Kinshasa. En province, il n'y a aucun moins de 10 quotidiens. Ah oui, moins de 10 quotidiens. À Kinshasa seulement, concentrés essentiellement à Kinshasa. Dans les provinces, vous avez des périodiques qui paraissent selon les moyens ou selon les humeurs des responsables, des médias. Et il y a des provinces qui n'ont aucun journal. Voilà. Mais ça vous avez également un problème. Oui, vous avez des médias, la radio et la télévision, qui sont en tout cas des médias qui arrosent pratiquement l'ensemble du territoire national. Parce que d'après les statistiques que j'ai, à l'Union nationale de la presse du Congo, parce que la Fédération des radios de proximité du Congo, des radios communautaires et de proximité du Congo, est membre de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc nous avons 625 stations de radio sur l'ensemble du territoire national. Et vous avez, d'après les statistiques également du CESAC, 380 chaînes de télévision à travers la République. Donc c'est toujours sous réserve parce que ça peut évoluer d'un moment à l'autre. Ce sont les derniers chiffres que j'ai obtenus de la part de ces structures-là. Les médias en ligne, personne, même moi, le président de l'Union nationale de presse du Congo, je ne détiens aucune donnée fiable. Même le ministère de la Communication et Médias, le ministère des Postes et Télécoms, les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication, personne n'a de chiffres exacts sur les médias en ligne qui opèrent en République démocratique du Congo. Avec la vitesse, avec le numérique. Oui, mais cela s'apparente. Oui, mais cela s'apparente à l'anarchie. Lorsque c'est vrai, moi, je ne suis pas pour que l'État contrôle les médias. Parce que dans un régime démocratique, l'État ne contrôle pas les médias, mais l'État régule, l'État réglemente les médias. Mais il faudra qu'on arrive quand même à déterminer combien de médias avons-nous sur l'ensemble. Est-ce qu'ils y répondent? Parce que les textes existent, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et créer un média tout simplement parce que vous avez la connexion Internet, parce que vous avez un téléphone portable. Et les médias, c'est une institution, c'est une entreprise de presse, et il faut avoir un personnel, il faut avoir du matériel, il faut avoir des installations, il faut répondre aux conditions déterminées
par la loi. Donc c'est dans ces moments-là qu'on va vous qualifier de média. Mais quelqu'un qui se réveille le matin, il a sa machine, il a sa et machine, sa chaîne fonctionne à travers cette machine et c'est fini. Non, ça c'est vraiment de l'anarchie. Et moi j'invite ceux qui les font à être en ordre avec l'État. Est-ce que c'est à eux de chercher à être en ordre avec l'État ou c'est à l'État de réglementer? Nous avons tous fait, parce que l'État aujourd'hui, Internet est devenu échappe totalement à l'État. Hein? L'État n'a pas la capacité de contrôler Internet. Mais il n'y a pas seulement qu'Internet. Même à travers les chaînes de télévision classiques, l'État contrôle quand même la TNT. C'est l'État qui octroie la fréquence. Mais de quelle manière ces fréquences sont octroyées? Voilà, cela relève de la responsabilité de l'État. Mais moi, en tant que citoyen, je ne voudrais pas, même si l'État a failli à sa mission, je ne voudrais pas fonctionner dans l'anarchie. On ne peut pas s'accommoder à un mauvais système. Il faut corriger ce qui ne marchait pas pour le bien de notre pays. Voilà. Alors, il y a floraison des médias, mais les contenus restent à désirer. C'est un peu les verres à moitié vides, à moitié plein. Sur votre question, pour revenir sur votre question, quel est l'état de santé de la presse dans notre pays? Il y a aussi des médias qui font un travail de qualité. C'est vrai, il y a des journalistes qui ont été formés dans des bonnes écoles, que ce soit à l'étranger, tout comme à l'intérieur du pays, et qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles, mais qui fournissent un bon travail, qui produisent un bon travail. Mais il y a des journalistes, quand bien même qu'ils ont été formés, quand bien même qu'ils ont ce qu'il faut pour faire le travail, ils ne le font pas correctement. Donc, à ce niveau, je peux dire que la presse va bien au Congo, parce qu'il y a pluralisme médiatique, il y a diversité d'opinions, il y a plusieurs lignes éditoriales qui s'affrontent, mais je peux dire que la presse va mal au regard des mots dont vous avez parlé. Voilà, beaucoup de mots. Alors, les états généraux de la presse, on en parle. Quels sont réellement les enjeux qui entourent ce travail qui a commencé et qui, normalement, doit aboutir à des résultats qui vont permettre à ce que la population qui constitue d'ailleurs les grands consommateurs ou le public pour lequel nous travaillons, nous en tant que médias, nous en tant que journalistes, puissent être satisfaits du travail qui justement sera abattu par ces professionnels des médias que nous sommes et que nous devons réellement être. Merci beaucoup. Je peux faire une marche en arrière pour dire ce n'est pas la première fois qu'on organise les états généraux de la communication dans notre pays. C'était les états généraux de la presse. Et les derniers états généraux datent de 1996. Les états généraux qui ont conduit à la loi sur l'exercice de la liberté de la presse. Il y a eu également les états généraux dans les années 81. Donc, dans les années 80, ces états généraux toutes les résolutions n'ont pas été correctement appliquées. C'est souvent ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, l'échec ou les échecs du passé ne nous condamnent pas aussi à ne rien faire. Donc, il y a lieu de nous remettre en question pour faire mieux que ce qui a été fait dans le passé. Aujourd'hui, les états généraux servent à quoi exactement? Les états généraux, il faudra absolument entreprendre des réformes. Des réformes du cadre légal. Vous avez la loi de 96 qui n'a pas vu ceci venir. Ceci veut dire quoi? L'arrivée des médias en ligne. Vous avez l'ordonnance de loi de 81 qui détermine les statuts des journalistes et consorts. Mais il y a d'autres métiers qui se sont ajoutés ou qui avec l'arrivée, avec l'évolution, avec l'innovation technologique. Il y a d'autres métiers. Les webmasters dans notre pays, à l'époque, n'existaient pas. Les blogueurs, à l'époque, n'existaient pas au Congo. On n'en parlait pas. Les journalistes en ligne. Moi-même, quand je publie un article dans un journal papier, j'ai envie de le partager à travers les réseaux sociaux, mon compte Twitter, mon compte Facebook, tout ça pour atteindre un large public. Donc, cet aspect des choses, il faudra réformer ce cadre légal. Et les médias en ligne également, qui sont aussi des organes de presse. Il n'y a aucun cadre légal qui régit les médias en ligne. Donc, il faudra que les médias en ligne aient aussi un cadre légal. Vous avez les modèles économiques des médias. Vous avez les médias d'État, dont l'essentiel des revenus est basé
sur des subsides qu'accorde le gouvernement, mais vous avez également des médias privés que vous êtes, qui se battent pour obtenir la publicité. Parce que la principale source des revenus des médias, c'est la publicité. Mais que dit alors pour des médias confessionnels et associatifs, des médias communautaires? Parce qu'ils ne sont pas appelés à faire la publicité. Alors, quels sont leurs moyens de survie pour le bon fonctionnement, pour leur travail? Parce qu'ils contribuent également, ils font également un travail d'information, de sensibilisation, un travail d'éducation. Donc, il faudrait également trouver un modèle économique. Et le modèle économique, aussi, à ce niveau, c'est à travers les États généraux, c'est l'un des sujets inscrits. C'est ainsi, et je tiens à rappeler que je suis le vice-président, le premier vice-président du comité scientifique des États généraux de la communication et médias. Et les États généraux de la communication et médias sont un peu différents des États généraux de la presse organisés dans les passés. Parce qu'il n'y a pas seulement que des problèmes qui concernent les journalistes ou les professionnels des médias. Vous avez également la publicité. Et lorsqu'on s'est retrouvé la semaine dernière au Centre Nganda, on a créé 3 commissions. La première commission s'est occupée des réformes du cadre légal. La deuxième commission a travaillé sur la viabilité économique des médias. Est-ce que les médias doivent continuer à fonctionner sous les arbres, dans des conteneurs? Qu'est-ce qu'il faut faire pour que les médias soient réellement des entreprises? Faut-il rester dans la dénomination et organe de presse ou entreprise de presse? Alors, s'il faut parler des entreprises de presse, nous avons un patronat au Congo. Combien de médias aujourd'hui appartiennent à la Fédération des entreprises du Congo? Je ne connais pas un seul média. Membre, voilà, je ne connais pas un seul média membre de la FEC. Ça, c'est un problème. Et vous avez également la situation des journalistes. La majorité des médias dans notre pays n'ont pas signé des contrats avec les journalistes. On peut tout dire, on peut décrier ce qui se passe dans les médias d'État. Seuls les médias d'État ont des contrats de travail, avec les journalistes. Mais le secteur privé utilise des professionnels des médias comme des journaliers dans des usines. Ce qui n'est pas bon. C'est un travail normal, un travail noble, un travail classique. Donc, la question de viabilité également doit répondre aux conditions de travail des journalistes. Le traitement, parce que quand vous regardez la définition de la loi, qui est journaliste ou qui est professionnel des médias, c'est lui qui collecte, qui traite, qui produit, qui diffuse. Et qui vit, qui tire l'essentiel de ses revenus, de ses travail. Combien de journalistes tirent l'essentiel des revenus de leur travail? D'ailleurs, dans la plupart des organes de presse, le salaire n'existait pas. Nous avons inventé un système honteux d'ailleurs. Un système honteux qui caractérise le journaliste aujourd'hui et qui constitue une sorte de pesanteur par rapport à tous les mots. C'est un terme que je déteste, le terme coupage, mais il faut le dire. Le journaliste est obligé d'aller chercher et l'information et l'argent pour son organe de presse. Pourquoi? Parce que la plupart des organes de presse sont créés par leurs propriétaires, non comme des entreprises de presse, avec des capitaux frais, avec des moyens, mais ce sont des structures qui ont été créées comme des structures de survie pour leurs patrons. Donc, ce sont des journalistes qui doivent produire. Et sur ces points-là, ce sont des recommandations que nous avons formulées aux États généraux de la communication, que nous allons formuler parce que c'était des travaux préparatoires. Maintenant, il faut convoquer les grands événements, les grands forums de 3 jours qui vont réunir tous les délégués qui viendront du monde des scientifiques, des institutions de la République et nous qui viendront également de la corporation et voire des experts indépendants du Conseil supérieur de la magistrature. Tout le monde va apporter ses réflexions, ses recommandations pour que le secteur marche. Alors ça, c'est en rapport avec la deuxième commission, viabilité économique des médias. Mais nous avons également parlé la troisième commission, La troisième commission, c'est la commission de la politique nationale de la communication. Vous et moi, quand nous nous réveillons le matin, c'est rare que nous suivions nos médias locaux. On est souvent branchés, connectés. Les médias étrangers. Oui, les médias périphériques. Même les matchs des Ligues des Champions. Voilà, mais vous voyez souvent, quand il y a même des compétitions au niveau continental, la télévision nationale, qui a presque l'exclusivité avec la CAN et consorts, a du mal. Alors, quelle est la politique nationale? Or, les médias, c'est un outil d'influence et de diplomatie. Si l'État n'a pas une bonne politique de communication,
vous aurez du mal également à convaincre les autres. Je vois le ministre du Tourisme qui fait aujourd'hui le travail, tout ça, qui cherche à faire connaître le Congo. On a la NAPI. Mais ça passe également. Leur travail passe aussi par le média. Donc, la diplomatie, ce n'est pas seulement une question politique. On parle de la diplomatie économique. On parle de la diplomatie et des ressources naturelles. On parle de la diplomatie énergétique. Mais ça passe par les médias. Combien de médias au Congo aujourd'hui sont capables de porter la voix de la RDC au niveau international? Je vois le président de la République qui circule à travers le monde à la recherche des investisseurs. Ah oui, c'est bon, mais il doit être accompagné par les médias. Et lorsque vous regardez les fonctionnements de nos médias, je peux dire que nous ne sommes pas à la hauteur. Est-ce que nous ne sommes pas à la hauteur? Ou c'est ce manque de politique nous ne sommes pas, sur le plan national qui constitue un blocage? Ce ne sont pas des ressources humaines qui manquent. Les ressources humaines sont là, mais il faut avoir des ressources matérielles, il faut avoir également des ressources financières, et il faut avoir une vision claire pour dire, voilà, si nous allons déjà, lorsque vous suivez des médias étrangers, et la plupart des médias étrangers d'ailleurs ne sont pas sous la tutelle. Je prends l'exemple de la France, des États-Unis. Les grands médias, ils ne sont pas sous la tutelle du ministère de la Communication et médias. D'ailleurs, dans certains pays, ce ministère n'existe pas. Même pas. Voilà. Chez nous, je veux que ça existe encore. Même s'il y a des gens qui pensent que le ministère... Il faut s'en passer. Oui, on ne peut pas faire toujours du copier-coller. Chez nous, ça peut encore exister. Mais ces médias-là fonctionnent sous la tutelle des ministères de la coopération, du ministère de la coopération ou du ministère des Affaires étrangères. Donc, le ministère des Affaires étrangères, vous savez son rôle. Voilà. Ça veut faire rayonner voilà. le pays à l'extérieur. Le ministère de la coopération internationale, voyez ce que ça représente. Donc, nous également, nous pouvons avoir des ressources humaines, nous pouvons avoir des ressources matérielles, nous pouvons avoir des ressources financières, mais il faut que nous ayons une vision à la conquête. Mais qui doit déterminer cette vision? Parce que là, vous parlez de la politique nationale de la communication. Oui, la politique nationale de la communication, mais vous avez des gens qui gèrent ces secteurs. Vous avez les décideurs de la République. Donc, vous avez l'État. Ça, c'est la compétence exclusive du gouvernement de la République. Et nous, opérateurs professionnels des médias, nous allons intégrer cette vision, nous allons accompagner l'État pour faire rayonner la RDC à travers le monde et attirer les autres, découvrir. Donc, il y a des choses qu'on découvre. Quand vous voyez, c'est comme le disait un intellectuel français, là où vous voyez les drapeaux français, c'est là où on achète les produits français. Donc, là où flottent les drapeaux français, là où on achète les produits français. Donc, c'est Bourdieu qui le disait. Donc, nous également, c'est cela. Quand vous vous réveillez le matin, vous captez RFI si vous êtes au Nigeria, ils ont même des éditions à Hausa. Dans des régions swahilophones, vous avez une édition en swahili. Nous, quel est le jour où la RTNC peut émettre aussi va émettre, par exemple, à Marseille, en lingala, ou en français, que les Marseillais suivent, par exemple, un programme de la RTNC ou un programme de votre télévision. Il n'y a pas seulement que les chaînes publiques, même les chaînes privées également, les médias privés aussi. Quand est-ce que votre média sera suivi un jour en Angleterre? Chaque matin, vous et moi, nous suivons des médias britanniques. Quand est-ce qu'un média congolais sera suivi un jour aux États-Unis ou en Australie? Cela relève de la compétence du gouvernement. Voilà pourquoi, lors des travaux préparatoires, il y a eu 3 commissions. Mais la question également d'un satellite. Est-ce que la RDC doit se doter d'un satellite ou bien doit être dans une alliance avec les autres pays de la sous-région ou de la région qui disposent déjà des satellites, parce que les satellites ont un coût. Donc ces états généraux-là, il n'y a pas seulement que les problèmes de la presse. La preuve est que nous avons eu le représentant du Renatelsat qui était avec nous, les représentants du secteur public. Vous avez les conseils supérieurs de la magistrature qui a été représenté, l'Ordre national des avocats à travers des cabinets indépendants. Nous avons aussi les corps scientifiques, les professeurs des universités, qui sont venus de part en part pour apporter leur contribution. Voilà, les états généraux, c'est à ce niveau. Très bien. Un grand travail, mais beaucoup de pesanteur. Comment relever les défis, c'est ça la grande question. Parce que lorsqu'on regarde un peu comment le journaliste est en train parfois de ternir l'image de ce métier, quand je dis les journalistes, je le mets entre guillemets parce qu'aujourd'hui, le journaliste, c'est l'ami des politiciens. Pour être grand, il faut être ami des politiciens. Et d'ailleurs,
ce sont ceux-là qui se considèrent comme grands. Hein, ils sont allés au-delà de la profession. Le traitement de l'information n'est plus fait avec objectivité. Les journalistes, aujourd'hui, ils traitent l'information par rapport à son appartenance à un camp politique. Oui, la presse nécessite l'indépendance. Et les journalistes ont le devoir d'impartialité et d'objectivité. Neutralité, oui, mais bon, c'est toujours un concept à problème. Oui. On sait que là, il y a toujours eu beaucoup d'écoles. Les concepts de vérité également, mais parlons de l'impartialité et de l'objectivité des faits. Mais le problème au Congo est que vous n'avez pas de manières de médias. Les vrais entrepreneurs qui ont mis des capitaux pour investir afin de rendre ces entreprises productives. Vous avez plutôt des acteurs politiques qui ont plus investi. Même les médias indépendants, tenus par vous et moi, derrière chaque média indépendant, vous avez la silhouette d'un homme politique. Oui. Il y a des rédactions où on n'ose jamais critiquer tel politicien, tout simplement parce que derrière le travail de la rédaction, c'est niche un politicien. Et cela réduit le travail, l'indépendance de la presse. Cela pose problème. Et parce qu'au Congo, vous n'avez pas d'autres domaines plus rentables que la politique, tout le monde va vers la politique. Tout le monde va vers la politique. Mais il faut entrer également dans une logique, dans une approche historique. Depuis l'époque du maréchal Mobutu, nous avions des médias d'État, notamment la radio et la télévision, qui étaient l'apanage de l'État, même si des journaux indépendants, bravo à Modeste Mutinga, qui ont créé des journaux à l'époque, ou encore Moubouyaï, les phares, les potentiels, bon, des journaux ont existé, des journaux, la presse privée a existé, mais l'audiovisuel a été presque l'apanage de l'État, a été l'apanage de l'État. Donc, ceux qui se sentaient exclus à l'époque, ont estimé qu'avec la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, ils ont droit au chapitre. Pourquoi? Parce que vous le voulez ou pas, les médias publics, qui sont des services publics, aujourd'hui, ne sont pas à la portée de tout le monde. La prédominance, même si on peut accorder la parole à telle ou telle tendance politique, conformément à la Constitution de la République, mais la prédominance, ceux qui dominent ces médias-là, sont ceux qui sont au pouvoir. Que ce soit hier, tout comme aujourd'hui. C'est la même situation qui continue. Les choses n'ont pas fondamentalement changé. Alors, ceux qui ne partagent pas le point de vue, par exemple, du pouvoir, ils ne peuvent pas passer. Qu'avec la libéralisation du secteur de l'audiovisuel, ils ont aussi l'occasion de créer des médias privés. Non, ça veut dire que s'ils ne peuvent pas passer là-bas, ils peuvent s'exprimer chez eux. Ces médias-là n'ont pas été créés, comme je l'ai dit tantôt, comme des entreprises de presse, mais comme des contrepoids des médias publics. Ce qui fait que le même pesanteur qu'on a décrié hier, ou que nous décrions aujourd'hui avec les médias d'État, les mêmes pesanteurs suivent également des médias privés. Et ce qui est dommage, est que les journalistes, parce que les politiciens, ce sont eux qui ont droit au chapitre aujourd'hui, et surtout les gouvernants. Ce sont eux qui ont le droit, parce qu'au Congo, d'autres secteurs ne rapportent presque pas grand-chose. Alors, avec les avantages que procure la politique, et ce sont ceux-là qui détiennent l'argent. Et lorsqu'on engage des journalistes dans ces médias-là, et généralement des responsables politiques, certains sont des responsables de ces médias-là, des propriétaires des médias, qui engagent des journalistes, et d'autres ne sont pas des propriétaires des médias, mais ils ont des alliances visibles ou invisibles avec des propriétaires des médias qui ne sont pas des acteurs politiques. Cette situation place les journalistes dans une situation où il est censé faire le mercenariat. Mais il y a une sorte d'endoctrinement. Les journalistes eux-mêmes également, les professionnels des médias, se sont accommodés à ce système. C'est à cause de la crise qui bat son plein dans le pays. Parce qu'aujourd'hui, on va le dire, les journalistes sont clochardisés. Oui, mais c'est parce que je l'ai dit au début de l'émission. Les journalistes ne sont pas payés par leurs organes de presse qui les utilisent. Et ceux qui ont les moyens pour satisfaire tant soit peu les besoins des journalistes, ce sont ces politiciens. Et ce sont ceux-là qui payent des journalistes. Dans ces cas, quel est le degré d'indépendance
d'objectivité et d'impartialité d'un journaliste. Et comme je l'ai dit un peu plus tôt, les journalistes eux-mêmes se sont aussi accommodés pour dire voilà, pour être mieux, il faudra être sous la tutelle d'un homme politique. Parce que c'est lui qui paye. En réalité, il fait un travail sur commande. Et cela débouche sur ce que moi j'appelle aujourd'hui le nouveau variant du journalisme congolais. En réalité... Le mercenariat donc, mercenariat politique. Voilà, le mercenariat politique. Les gens, les gens se comportent comme des activistes et des militants politiques, mais avec la casquette de journaliste. Alors vous avez un grand travail. L'UNPC doit beaucoup travailler pour réglementer les choses dans ces sens-là. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, comme vous le dites, mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et je l'ai dit tantôt, ce sont ceux-là qui se considèrent comme grands. Grands parce qu'ils ont, puisqu'ils sont toujours en contact avec ces hommes politiques, ils ont des moyens, ils roulent carrosse, ils ont la possibilité de se déplacer sans aucun problème. À cause de cette situation, ils se considèrent comme grands alors qu'en réalité, ils sont en train de trahir le métier. Oui, l'UNPC a un grand problème. Mais l'UNPC, le président de l'Union nationale de la presse du Congo n'est pas un magicien. Il n'a pas un coup de baguette magique pour dire que la solution soit. Non. Pour que vous trouviez la solution. C'est une affaire des sociétaires que vous êtes. Et à l'intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons les syndicats nationaux des professionnels de la presse. Très bien. Combien de fois les syndicalistes et même les professionnels des médias sont venus pour dire voilà, nous voulons une convention collective. Dans les propositions de l'Union nationale de la presse du Congo, aux États généraux de la communication, nous avons évoqué cette question. L'idée d'avoir, par exemple, un SMIG pour les médias. Pour les médias, pour tous les journalistes. Ah oui, pour tous les journalistes. Le SMIG en vigueur doit être appliqué. Nous avons également cette initiative d'avoir des contrats de travail. Oui. Mais quand les journalistes eux-mêmes s'accommodent, vous allez voir quelqu'un qui fait 5 ans dans une rédaction, il est collaborateur extérieur. Mais on viole la loi. Donc la question va largement au-delà de l'Union nationale de la presse du Congo. Parce que les journalistes eux-mêmes, il ne faut pas attendre que les autres fassent notre travail. C'est à nous de donner les tons, de dire voilà ce que nous voulons. Il faut que les textes soient respectés. Vous ne pouvez pas engager quelqu'un comme collaborateur extérieur pendant 5 ans, pendant 5 ans, pendant 7 ans, pendant 3 ans, alors que la loi est claire. Donc c'est une question transversale qui va au-delà des compétences de l'Union nationale de la presse du Congo, qui n'est qu'une corporation. C'est une affaire d'État. Je n'ai jamais vu les journalistes aller, par exemple, au ministère du Travail. C'est la question qu'ils allaient poser. Est-ce que, même vous, à votre niveau, est-ce qu'il arrive que vous puissiez entrer en contact avec, par exemple, les experts de ce ministère? Oui, mais c'est pourquoi je vous dis, c'est l'affaire de nous tous. Ce n'est pas moi-même. Les jours où vous allez dire, nous, membres du syndicat national des professionnels de la presse, nous voulons une convention collective. Nous voulons que les journalistes, par exemple, de tel grade, d'un certain niveau, ne soient pas payés en dessous du SMIC en vigueur. Nous allons saisir notre ministre de la Communication. Nous allons saisir le ministre du Travail. C'est une affaire d'État, mais qui doit être portée par nous tous. Moi, je suis là parce que vous m'avez élu et je suis là pour vous représenter. J'ai fait ce que vous voulez. Et j'ai fait ce que je vois que ça peut aider la corporation. Donc, c'est une démarche qui doit être faite à tous les niveaux. Même l'État aussi. L'État a tout intérêt. Très bien. Parce que si les gens signent des contrats de travail, il y a peut-être les journalistes qui gagnent autrement, avec même ces fameux phénomènes que nous sommes en train de décrier, qui avilient pratiquement l'image même qui la presse, parce que nous avons même ces enfants qui aspirent à ce métier, mais qui... Si les gens ont des emplois réels, avec des contrats de travail et qui sont rémunérés, l'État aussi gagne à travers les impôts, à travers les taxes. Mais quand les gens sont dans l'informel, l'État aussi perd. Donc nous avons tout intérêt. Et cette démarche, c'est une démarche holistique. Ce n'est pas l'affaire de l'Union nationale de la presse du Congo seulement, c'est l'affaire de toutes les parties. Mais l'actuel ministre de la Communication, c'est un journaliste. Est-ce que, à son niveau, il ne peut pas aussi mettre un peu toutes les batteries en marche pour que l'on réussisse ce pari? Ce que nous avons comme chance aujourd'hui,
c'est que nous parlons le même langage. Avec le ministre. Avec le ministre. Il connaît les problèmes du métier. Il faut réglementer les choses. C'est le plus grand défi. Il connaît les problèmes du métier. Ça demande également une remise en question de la politique du gouvernement. Très bien. Mais ça demande également une autocritique de la part des journalistes. De notre part. Voilà. Si nous disons au patron des médias que désormais, moi j'ai vu dans notre cahier de charge, nous disons la question par exemple de la garantie, un fonds de garantie, comme vous voulez, ou bien fonds de démarrage, on va trouver les termes, mais dans le cahier de charge de l'Union nationale de la presse du Congo, aux États généraux de la communication, nous avons dit, si vous ouvrez un média, d'abord la loi est claire là-dessus, même la loi qui existe, il y a des retouches, mais la loi de 96 n'est pas si mauvaise que ça. La loi de 96 est bonne, l'ordonnance de loi de 81, elle n'est pas mauvaise. Il faut peut-être apporter des amendements, voilà, à certaines dispositions. Mais l'essentiel de la loi, la matrice ne sera pas touchée. C'est un peu ça le problème. Alors, nous, au niveau de l'Union nationale de la presse du Congo, pour protéger le métier, nous disons, si vous ouvrez une chaîne de télévision, voici les conditions. Il faut engager des journalistes. Et les journalistes qui doivent prester, nous avons proposé même un système d'inspection. Parce que quelqu'un peut venir aujourd'hui, il y a des chaînes de télévision, il y a des médias où quelqu'un dit, bon, je ne veux plus te voir ici, tu pars. Mais dis, la législation existe, vous ne pouvez pas chasser un professionnel des médias comme un chien. Il faut des garde-fous. Et nous avons fait des propositions là-dessus. Mais il faut engager des journalistes. Mais quels journalistes? Parce qu'aujourd'hui, les problèmes l'autre défi, c'est celui-là. Tout le monde s'est fait journaliste. Il y a des juristes qui sont journalistes. Il y a tout le monde s'est fait journaliste aujourd'hui. Alors qu'il faut quand même un minimum de niveau d'apprentissage pour que vous puissiez attendre ou prétendre justement collecter comme il se doit l'information, traiter cette information et puis la diffuser. C'est un problème réel. C'est pourquoi j'ai parlé d'une approche holistique, une démarche inclusive et systémique. Donc, on doit être dans une approche systémique. Les problèmes d'éducation, c'est vrai, à l'intérieur de l'Union nationale de la presse du Congo, nous avons une commission de formation. Parmi les 3 commissions, vous avez la commission de discipline et d'éthique professionnelle, les tribunaux des pairs, vous avez la commission de la carte et de l'identité professionnelle, vous avez également la commission de formation. Mais la commission de formation de l'Union nationale de la presse du Congo ne remplace pas l'éducation, la formation classique, qui va de l'école maternelle ou primaire jusqu'à l'université. Alors, le métier, notre métier, c'est un métier ouvert, c'est une profession ouverte. Contrairement, par exemple, au métier des médecins, vous ne pouvez pas être dans l'ordination des médecins si vous n'êtes pas passé par la faculté des médecins. Très bien. Chez les avocats, c'est également pareil. Chez les ingénieurs, c'est pareil. Chez les architectes, c'est aussi pareil. Il faut être nécessairement un architecte. Mais chez nous, un philosophe est peut-être un bon journaliste. Moi, je suis passé par une école de journalisme, mais je ne suis pas meilleur que ceux qui ont fait la philosophie, ceux qui ont fait le droit. Nous avons d'excellents journalistes qui ont fait les sciences politiques, qui ont fait la sociologie. D'abord, la communication, c'est une science interdisciplinaire. Voilà. Donc, un juriste, un économiste peut être un bon journaliste. Mais à quelles conditions? Voilà. Donc, parce que vous avez bien dit, il peut être journaliste. La loi, partout à travers le monde, c'est ça. C'est la raison pour laquelle nous avons la difficulté de créer un ordre national de journalistes, parce que nous n'avons pas les mêmes profils. Vous avez des psychologues qui sont des journalistes, des très bons journalistes d'ailleurs. Vous pouvez avoir des pharmaciens qui sont des très bons journalistes. Donc, mais parfois, chez nous aussi, parfois, on fait, on n'arrive pas à différencier la chronique au journalisme. Tout comme vous avez aussi les gens qui sont passés par les écoles des journalistes, mais qui n'ont jamais exercé le métier. Ils ont des diplômes, mais ils ont choisi un autre métier. Il est allé, par exemple, à la fonction publique. Il a choisi le business. Il a choisi l'enseignement. Donc, si vous avez fait les cours, si vous avez fait, par exemple, la filière de journalisme à l'université, pas nécessairement que vous le devez... vous devez devenir... vous devez exercer ce métier. Donc, vous pouvez ou ne pas l'exercer. Si vous allez à la fonction publique, vous n'avez rien à voir avec le journalisme. Si vous optez pour l'enseignement, il y a de très bons... Mais la difficulté, c'est que dans la plupart des cas,
ceux-là sont ceux qui sont en train de créer aussi beaucoup de problèmes à la presse. Parce qu'aujourd'hui, tous les qualificatifs mauvais que nous avons... Je n'ai pas terminé. Je sais que vous voulez poser la question sur les fameux moutons noirs. Les moutons noirs. Voilà. Ces moutons noirs-là, il n'y a pas seulement que ceux qui sont venus d'ailleurs. Même ceux qui sont passés par les écoles de journalisme comme vous et moi, sont aussi des moutons noirs. Alors, comment ça peut s'expliquer? Mais écoutez, à ce moment-là, est-ce que leur cursus était un cursus normal? Non, les moutons noirs, ce n'est pas un problème de qualification. C'est un problème de comportement. C'est un problème de respect de texte. Ce que vous voyez dans la presse reflète également l'éducation que chacun de nous a reçue à partir de sa maison, à partir de son école, à partir de son université. Alors, je n'ai pas terminé la première partie. Comme pour dire, les conditions d'accès au métier. À quelles conditions? Les textes disent ceci, que ce soit l'ordonnance des 81, que ce soit les textes de l'Union nationale de la presse du Congo. Si vous êtes passé par une école de journalisme, on vous soumet à un stage professionnel d'une année. Et à l'issue de ces stages, on vous évalue. Et c'est à ce moment-là qu'on vous octroie la qualité à travers la carte délivrée par l'Union nationale de la presse du Congo. Si vous n'avez pas suivi la filière de journalisme à l'université et que vous avez fait un autre domaine, on vous soumet à un stage professionnel. Un stage de 2 ans. Et à l'issue de ces stages, il y a une évaluation. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'on dit de ceux qui passent dans des centres pour des formations de 2 mois, 3 mois, 4 mois et qui se font aussi? Non, bon, même ces centres-là, ils sont reconnus par quel texte? Mais ce sont des centres qui produisent beaucoup. Oui, mais c'est pourquoi beaucoup de ceux qui se disent journalistes. Mais vous et moi, chacun de nous peut former son centre de formation, peut créer son centre de formation. Mais c'est en toute illégalité. En toute illégalité. C'est vrai que des bons éléments peuvent sortir de là. Mais il faut répondre aux critères. Chez moi à la maison, je crée un centre de formation des journalistes, je délivre des diplômes, ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. Là, c'est l'illégalité. Alors, il faut quitter cet aspect de l'illégalité. C'est pourquoi j'ai dit, pour revenir à ce que nous étions en train de dire tantôt, la question, par exemple, des stages professionnels, que ce soit au niveau de l'Union, que ce soit au niveau du ministère, nous avons failli. Et il faut corriger. Il faut relever même les défis. Dans les rédactions, vous-même, lorsque vous créez votre média, vous engagez. On vous dit que l'offre doit faire l'objet d'une publicité. Mais qu'est-ce qu'on ne voit pas? Quelqu'un qui a été, par exemple, le caméraman des anniversaires de son pasteur dans une église, demain, si j'ai créé une chaîne de télévision et que je suis un pasteur, bon, j'amène les mêmes personnes. Très bien. Donc, l'État non plus ne m'impose pas des conditions. Sur quels critères avez-vous recruté ces gens qui travaillent dans votre média? Et nous également au niveau de l'Union nationale, parce qu'on a des compétences limitées, c'est ce qu'il faut dire aux gens. Il y a des compétences limitées. Oui, nous avons des compétences limitées. Je n'ai pas le pouvoir d'aller vérifier. C'est maintenant avec les États généraux de la communication que nous avions proposé que l'Union nationale de la presse du Congo soit associée aux inspections de l'État. Lorsqu'il faut contrôler les contrats de travail, les installations, tout ça, que l'Union en tant que corporation soit associée. Mais je n'ai pas ce pouvoir d'aller vérifier qui a signé les contrats de travail avec l'employeur qui ne l'a pas fait. La loi ne me l'autorise pas. Voilà. Alors, il y a beaucoup de défis qu'il faut relever. Aujourd'hui, la thématisation des chaînes de télévision, une autre paire de manches. Aujourd'hui, la sphère médiatique congolaise est caractérisée par plus la politique. Tout le monde parle politique, tout le monde parle musique. Et même d'ailleurs, les chaînes étrangères nous ont pratiquement envahis à tel point qu'on ne sait plus où est-ce que nous sommes en train d'amener ce public congolais. Quelle est la vraie stratégie qui devait être normalement mise en place pour que l'on puisse résoudre définitivement ces problèmes. Aujourd'hui, avec des questions d'actualité, notamment des questions d'environnement, ce sont des questions qui normalement devaient être évoquées quand même à travers les médias, mais les médias n'en parlent pas.
qu'il n'y a que quelques médias qui osent sensibiliser, conscientiser, orienter la population par rapport à ces questions, alors que ce sont des questions importantes qui devaient être évoquées pour que l'on puisse espérer sauver même la planète au regard de ces grands dangers qui est en train de guetter notre environnement. Merci pour cette question. Nous sommes dans un environnement de chasse et de cueillette. C'est ce qui est vrai. Parce que pour avoir une chaîne de télévision comme National Geographic, c'est pas facile. Hein? Vous voyez, les documentaires, c'est que ça coûte. Pour aller tourner un documentaire dans une forêt, aux îles, en Australie, tout ça filmé, avoir des océanographes qui travaillent avec vous. Vous voyez le matériel que ça exige. Vous voyez les séjours des journalistes. Or, aujourd'hui, dans notre pays, même pour faire un reportage dans notre propre province, les chaînes de Kinshasa, il faut que vous soyez derrière quelqu'un. Ouais. Si vous suivez un reportage sur l'éruption volcanique de Nyiragongo, c'est qu'un ministre s'est déplacé avec telle personne, avec les journalistes qui l'ont accompagné. Très bien. Mais nos médias ne sont pas capables en mesure d'envoyer, de prendre, par exemple, en charge les déplacements des journalistes. Oui. Regardez lorsqu'il y a des élections chez nous. Vous voyez le nombre de journalistes qui arrivent. Vous ne voyez pas les officiels avec ces journalistes-là. Quand il y a ils viennent faire leur travail parce qu'ils sont envoyés par leurs moyens. Ils ont des moyens. Oui. Combien de journalistes ont été pris en charge par leur maison de presse pour aller couvrir une élection présidentielle aux États-Unis ou en France? Donc c'est un problème de moyens. C'est un travail qui doit être fait aussi. La spécialisation également répond à cette logique. La professionnalisation à partir de la formation. Je ne quitte pas cette question-là. Il faut voir même la formation aussi qui est donnée dans nos écoles, dans nos universités. Elle est de quelle qualité? Nous avons certes de nombreux diplômes, mais en réalité, nous avons... Moi, quand j'entends souvent des reportages des confrères, telle université a versé sur les marchés de l'emploi autant de... Mais d'abord, les marchés de l'emploi au Congo n'existaient pas. De deux, est-ce que c'est la quantité qui compte ou c'est la qualité? Nous sommes dans un monde compétitif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je vais revenir à votre question. Moi, je suis journaliste économique et je suis spécialiste des matières premières. Des matières premières. Alors, la question que vous posez, pourquoi on n'a pas de médias thématiques? J'ai répondu à une partie de cette question. Alors, des médias thématiques, ils existent, mais de manière embryonnaire. Vous n'avez pas des vrais médias qui abordent des questions thématiques. Coup de chapeau à ce que vous faites. Je ne pense... Bon, mais même vous également, parce que je vois parfois la religion, ça pose aussi un problème. Parce que vous n'êtes... Nous abordons des questions d'environnement. Nous sommes une chaîne thématisée sur des questions vertes. Des questions environnementales. Mais oui, mais quand je vois l'évangile... Vous n'allez pas dissocier l'évangile, parce que, d'ailleurs, la gestion de l'environnement, c'est une recommandation divine. Ne vous en faites pas. Je ne suis pas contre l'évangile. Je ne suis pas contre l'évangile. Merci beaucoup. Alors, sur cette question, je vous dis qu'il y a un déficit criant. Nous sommes totalement absents. Savez-vous que nous avons eu un problème ici avec l'Angola? La société Katoka, qui appartient aux Russes, de Al-Rose, sa digue a cédé en Angola. J'ai suivi de nombreuses interventions à l'Assemblée nationale, j'ai suivi les membres du gouvernement, notamment la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, qui s'est exprimé sur cette question. Mais à un certain moment, je me posais la question, est-ce que ceux qui nous suivaient à partir de l'Angola ou à partir de l'étranger, qui connaissent réellement les problèmes, ont du respect pour nous, pour ce que nous disons? Et nous, journalistes... C'est une grande question que vous vous êtes posée. Ah oui, et nous, journalistes, personne ne peut vous dire aujourd'hui, avec exactitude, ce qui s'est passé en Angola. Peu de journalistes. Moi, je peux vous dire, de manière embryonnaire, ce qui s'est passé en Angola, et que c'est la digue de la société Katoka qui a cédé. Et sur de telles questions, ce n'est pas... Moi, j'ai entendu... J'ai vu même des agitations à l'Assemblée nationale où on demandait à l'État de se déployer pour aborder l'Angola. Non, c'est une compagnie privée. C'est une compagnie privée. Mais qui œuvre en Angola. Voilà, qui évolue en Angola. C'est comme des compagnies privées, minières, qui évoluent ici au Congo. Ce n'est pas la responsabilité directe de l'État angolais. C'est la responsabilité directe de l'entreprise, de la société Katoka. Mais il faut faire un travail d'évaluation.
Et lorsqu'on fait un travail d'évaluation, au Brésil, il y a une société qui a connu, la société pétrolière, a connu les mêmes problèmes. Et c'est la société civile, notamment l'Église catholique. Ici, vous voyez l'Église catholique, parfois c'est très active dans les questions politiques et élections, politiques, tout ça. Au Brésil, c'est la même Église catholique et romaine qui a saisi la justice. Et la société a apporté des réparations aux communautés qui ont été affectées par la pollution. Chez nous également, il y a des études qui ont été faites. Moi, je connais des gens qui ont fait ce travail-là. Alors, ils ont fait ce travail d'évaluation sur ce que la société Katoka devrait payer aux victimes, la rivière Chikapa, la rivière Kassai. Donc, pour les communautés qui ont été affectées par ce projet. Mais tu sais la grande question que nous sommes en train de nous poser... Je ne quitte pas, votre question. Attendez, je termine. Par là. Est-ce que vous savez que les représentants de la société Katoka sont arrivés au Congo? Qui ont-ils rencontré? Et même s'ils l'ont rencontré, de quoi ont-ils parlé? Et s'ils ont parlé, qu'est-ce que la RDC a réclamé? Et même si la RDC a réclamé des dommages et intérêts de sa population qui a été affectée au Kassai, c'était sur quelle base? Quels sont les éléments qu'on avait présentés, des éléments probants pour dire, voilà, vous êtes responsable de ce qui est arrivé au Congo, et nous, quand nous faisons l'évaluation, tout calcul fait, voilà ce que vous payez. Vous voyez, ce genre de questions. Alors, les médias thématiques, les médias thématiques au Congo n'existaient presque pas. Et je peux dire que les médias thématiques n'existaient pas. Et c'est un problème. C'est un problème. Pourquoi? Parce que toute une république, vous n'avez pas, vous avez la politique finalement devient une distraction aujourd'hui. Même des médias des grandes questions d'actualité qui intéressent le monde, qui devraient normalement être portées par les médias, mais malheureusement, les gens même des médias confessionnels et associatifs. Mais ce sont des médias généralistes. Ce sont des médias généralistes. Et les médias, ces médias-là abordent du matin au soir des questions politiques. Donc, 99% de nos médias sont des médias généralistes, mais dont les contenus est axé sur la politique. Or, nous sommes dans un monde compétitif. On parle de la transition écologique. J'entends souvent les officiels. Non, la RDC pays solution. Pays solution. Aux enjeux écologiques. On peut concéder. Mais qu'est-ce qu'on fait en interne pour que l'on soit réellement solution? On voit ce que c'est surtout pour nous-mêmes d'abord. Il ne suffit pas tout simplement de disposer de la forêt, de disposer du lithium ou du cobalt pour dire que nous sommes un pays solution. Lorsque vous ne contrôlez pas ce que vous appartient, à quel niveau la RDC intervient, par exemple, dans la chaîne des valeurs de ces matières premières? Nulle part. Ce sont des compagnies étrangères qui viennent. Les médias devaient jouer quand même ce rôle pour interpeller, pour réveiller, pour conscientiser, pousser même les décideurs à réfléchir véritablement pour que nous puissions être véritablement solution. Il y a des gens qui les font. Il y a des gens, je ne peux pas dire que tous les journalistes ne les font pas. Non, je connais de très bons journalistes qui font ce travail de qualité. Mais vous verrez, en même temps, je vous pose la question, en même temps, parce que c'est un problème sérieux. En même temps, vous verrez les quelques journalistes qui essayent d'aborder ces questions. Ils les abordent seulement lorsqu'ils sont accrédités dans telle ou telle structure, s'il y a un lien avec l'environnement. Mais quand vous regardez dans le traitement de l'information, souvent ils tapent à côté. C'est un problème. C'est la difficulté aussi que nous avons. Absence des médias thématiques, oui, mais cette affaire d'accréditation aussi des journalistes. Vous allez voir par exemple que au ministère de l'énergie. Vous avez une catégorie de journalistes accrédités. Au ministère des Mines, vous avez des journalistes accrédités. Au ministère de l'Environnement et Conservation, vous avez des journalistes qui couvrent ces activités-là. Donc, ces journalistes, en réalité, ne font pas un travail d'investigation, d'analyse et de critique. Et actuellement, c'est ça le problème. Là, vous avez touché le nœud du problème. Vous avez dans toutes les cellules de communication, actuellement, vous avez des images et vous avez les textes. Quel est le travail? Le travail des journalistes, ce n'est pas seulement de faire le copier-coller. Non. C'est quelqu'un qui a un esprit critique. On nous dit, le sage n'affirme rien qui ne soit prouvé. Il doit confronter ses sources. Il doit croiser les sources. Il doit mener ce travail d'investigation. Or, si aujourd'hui, vous dites que c'est que le ministre ou la vice-première ministre de l'Environnement a dit sur la société Katoka qui aurait déversé des effluents, d'abord, je vous dis que le diamant, par exemple, n'exige pas l'ammoniac, l'acide sulfurique, la chaux
comme le cuivre et le cobalt. Parce que le diamant, je peux, sous réserve des spécialistes, c'est le minerai qui n'a presque pas un taux de radioactivité. Parce que même les autres minerais, il y a toujours un taux de radioactivité faible. Parce que quand on parle de la radioactivité, les gens voient généralement l'uranium. Non, il n'y a pas seulement que l'uranium. Il y a aussi d'autres métaux qui ont un taux de radioactivité, mais minimisable. Le diamant, le diamant, on peut l'avaler. Oui, le diamant, on peut l'avaler. Voilà notre difficulté également. Parce que les jours où... Oui. Ça veut dire, la difficulté, vous avez touché notre problème. Oui. Ça veut dire que le journaliste ne veut plus faire tourner sa tête, ne veut plus faire travailler sa tête. Parce que si on prend les aspects écologiques, par exemple, les aspects il y a une faiblesse également. Là où il fallait que le journaliste travaille pour qu'il fasse même réfléchir l'autorité. Là, le journaliste ne le fait pas. Oui, il y a une faiblesse également de notre part. Il y a une faiblesse de la part des journalistes. Je vous donne un exemple simple. L'année dernière, au mois d'octobre, la société Metalcol, à travers un de ses actionnaires, nous a réuni la presse à Kinshasa et a affirmé qu'il a payé des royalties de 85 millions de dollars à l'État congolais. Mais lorsque vous regardez les données de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ce n'est pas ces montants, c'est 55 millions. Et j'étais parmi ces journalistes qui ont couvert l'activité. Le lendemain, j'ai publié un autre qui sont des cloches que tous les autres confrères ont écrit. Vous savez ce qui m'est arrivé? Tous les confrères se sont ligués contre vous. Parce que je me suis posé la question. Si l'entreprise a payé 85 millions de dollars américains et que lorsqu'on regarde les recettes que l'État a encaissées à travers l'ITIE, nous avons au moins 55. Où est partie la différence? Si c'est une erreur qui peut arriver pour l'entreprise, alors, dans ces cas-là, il faut absolument corriger. L'entreprise n'a jamais corrigé. Ça veut dire que le journaliste aujourd'hui est un fanatique. Mais les données existent. Les journalistes eux-mêmes refusent de voir. Voilà. Même le budget de l'État. Moi, j'entends souvent. Et c'est un problème. Les discussions sur les budgets. Les discussions sur les budgets de l'État. Non, le budget de la défense. Entre nous, chers frères, même les budgets que vous entendez, par exemple, dans des grandes démocraties, l'armée a 1000 milliards de dollars. Mais on ne va pas vous présenter, vous ne pouvez pas donner, nous sommes un pays en guerre, qui a des problèmes presque avec tous les pays limitrophes. Vous n'allez pas dire que l'État a mis à la disposition de l'armée 10 millions, 20 millions, parce que l'ennemi qui vous attaque connaît votre capacité de résistance. Très bien. Donc cette question, on ne peut pas l'évoquer. Cela relève du secret d'État. Il y a des questions qui vont au-delà. C'est aussi un problème de formation et un problème de professionnalisation. Ça veut dire que vous avez compris que c'est un problème. Il faut noter. Comme ça, il faut vraiment continuer à réfléchir au niveau de l'UNPC, aussi d'autres organes, institutions qui doivent travailler pour que l'on puisse assainir les secteurs. Ça veut dire réglementer un peu les choses dans les secteurs, parce que le souci, c'est ces publics-là qui doivent être informés. C'est ces publics qui doivent être informés. C'est ces publics qui doivent réellement être orientés par rapport à la vraie information. Et là, nous arrivons déjà à la fin. Oui, revenons sur la question, par exemple, des médias thématiques. Rapidement, parce que on arrive à la fin. J'ai publié un article sur les cobaltes de la RDC. J'entends pays solutions, lithium. Le lithium, aujourd'hui, c'est un site, le gisement de Manono. Le gisement du lithium de Manono, c'est un gisement qui appartenait à la Cominière, compagnie d'État, et acheté par les Australiens, racheté par les Chinois. Je me pose la question sur le vrai rôle de l'État dans les contrôles de ces lithium. Les cobalt, il m'arrive parfois d'arriver à Lubumbashi, de manière désintéressée, j'arrive à Kasumbalesa pour voir comment, on parle souvent de la fraude, comment ça se passe. Et j'ai publié un article sur à qui profite le cobalt de la RDC. À part les quelques critiques et les quelques initiés qui pouvaient me contacter pour dire voilà, tel et tel aspect, ça devrait être ainsi, ou bien vous avez bien fait, la seule structure qui m'appelle, c'est la Fondation Jimmy Carter. Ou encore les autres structures internationales. Mais les nôtres, non. Oui. Tous les services du ministère des Mines, toutes les institutions de la République, personne ne fait allusion à cela. C'est ça le problème. Et nous-mêmes aussi, il y a un grand travail qui doit être fait. Nous-mêmes aussi dans les médias. Quand je vous envoie cet article-là, le journal X, je dis non, il faut publier cet article. Ou bien faisons une émission spécialisée. Vous me posez la question, qui est derrière, qui a financé, est-ce qu'il y a de l'argent? Et c'est ça. Il y a une sorte de cécité de part en part. Très bien. Alors, on arrive à la fin, Gabi Kouba.
vous avez compris avec tout ce que nous venons de relever que le problème est profond, le mal est profond. Il faut vraiment de vraies stratégies parce qu'on a dit il faut des perspectives d'avenir. Il faut parce que c'est vrai que tous ces problèmes ont été portés lors des travaux préparatoires justement de ces états généraux de la presse. Mais est-ce qu'on peut aujourd'hui espérer que dans l'allure où vont les choses, ou encore au regard des différents acteurs que vous avez eu associés dans ce travail, que dès demain, on aura une presse responsable, pas une presse clochardisée, pas une presse remplie justement de mercenaires politiques? Ah oui, je crois que les erreurs du passé nous aident à avancer. Et ce que j'ai apprécié dans la décision du ministre Mouyaya, est que les comités préparatoires ne s'arrêtent pas seulement à organiser ou à préparer les états généraux. Il y aura les grands forums, mais après, ce comité va continuer. Ça sera un comité un peu comme à l'instar du Sensa dans les Ngakoy. Bon, même si de l'autre côté, il y a à manger à boire. Mais le comité va se muer en comité de suivi des recommandations. Un timing sera proposé et quelles sont les résolutions et les recommandations appliquées à court terme, à moyen terme et à long terme. Très bien. Donc ça va se passer ainsi pour que nous ne retombions pas dans les erreurs du passé. Très bien. Et que nous puissions construire cette presse. C'est ça le grand souci. Mais le problème au Congo, parce qu'on ne fait pas carrière dans un département, je veux que Mouyaya soit là le plus longtemps possible. Voilà, tel est mon souci. Mais par malheur, si jamais, il partait. Mais le problème au Congo est que celui qui arrive, il fait table rase. Voilà, il fait table rase et en voulant tout changer, il croit mieux faire, mais en réalité, il ne fait rien. Donc, c'est le système que moi j'appelle pesanteur zéro. Donc, vous montez, mais en réalité, vous descendez. C'est un grand souci, c'est vrai. Mais donc, il faut, nous sommes une force, nous sommes un pouvoir. En tant que médias, nous devons continuer à travailler. Soit là ou pas, mais c'est la République qui nous intéresse. Très bien. Et ça, c'est très bien dit. Mesdames et messieurs, ça n'est arrivé à la fin. Mais merci à vous pour la grande attention que vous nous avez accordée. Je rappelle que j'ai reçu pour vous Gabi Kouba. Il est le président national de l'Union nationale de la presse du Congo. Avec lui, nous avions eu à analyser la question liée à justement l'état de la presse en République démocratique du Congo actuellement. C'est vrai, vous l'avez entendu, il y a un travail qui est en train d'être fait. Déjà, est-ce qu'on va dire en amont, en aval, prenons les justes milieux pour que finalement on puisse rectifier les tirs et que demain, que nous puissions avoir une presse qui va réellement faire son travail, une presse qui permettra à ce que l'on puisse avoir des journalistes qui ont un traitement objectif de l'information et qui s'éloignent justement du fanatisme et surtout du mercenariat politique. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Gabi Kouba d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, Michel Lukoki, luttant contre les nouveaux variants du journalisme congolais. Voilà. Si dans le secteur de la santé, on parle de la Covid, on parle du variant Omicron. Retenez que dans la presse, il y a un nouveau variant du journalisme. Comment vous appelez ça? Journalisme mercenaire. Oui. Le mercenariat politique, il faut mettre fin à ça. Il faut que le traitement de l'information soit objectif et surtout que nous puissions aussi avoir des médias thématiques, surtout sur des questions essentielles comme des questions d'environnement, comme la RTEC Tropicana ne cesse de le faire pour vous sensibiliser, vous conscientiser sur ces questions et surtout un média qui s'illustre en un média avant-gardiste pour que nous évitions le pire à notre planète parce que même la politique s'exerce dans un environnement. Merci à Kali Mwanza qui nous a permis d'arriver jusque chez vous. Merci aussi à Job Bassay qui a travaillé derrière la machine pour que vous puissiez recevoir ces belles images. Quant à moi, je vous dis merci encore de nous avoir suivis et restez fidèles à nos programmes. Le seul programme qui ne vous cause pas des constipations. Au revoir.